Il m'a attaché les mains avec ma ceinture, j'ai réussi à me libérer une fois avec mes dents et tout ça, je l'ai mordu. Et il m'a réattaché les mains et il m'a violée. Chers crayonnistes, bonjour. Au travers de cette vidéo, je vais aborder un sujet trop peu traité et pourtant qui touche des millions de femmes aujourd'hui. Les grandes écoles françaises font-elles trop peu de prévention à ce sujet? Est-ce qu'elles mettent même de côté les victimes afin de protéger leur réputation? Donnez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Vous allez pouvoir écouter une femme qui a été victime d'un acte atroce et qui a l'immense courage, et j'insiste bien dessus, de venir en parler et de s'exprimer en racontant son histoire. De l'autre côté, vous allez pouvoir avoir l'analyse d'un journaliste qui travaille dessus depuis 2 ans, qui est devenu un expert sur ce sujet et qui a d'ailleurs même publié un ouvrage en récoltant énormément de témoignages. Chers crayonistes, je vous emmène au cœur du viol dans les grandes écoles. Bonjour Alma, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. J'ai 21 ans. J'ai intégré Sciences Po Bordeaux après le bac. J'ai fait le concours pendant le bac. Pendant 3 ans. Et l'année dernière, j'ai fait une dépression où j'ai été hospitalisée en clinique. Et pendant cette dépression, en fait, je me suis rendu compte de mon viol, perpétué par mon ancien petit ami. Et j'ai créé la page Tous violés, donc TEUS, violer la couleur, qui recueille des témoignages de viol, et ce, depuis la libération de la parole. Donc le fait que tu en parles a lancé le mouvement Sciences Po. On peut dire ça. C'est ça, Sciences Po, le hashtag Sciences Po qui a été créé par Anna Toumazov, donc de Sciences Po Toulouse, mais la vague de libération de parole venait de Bordeaux. D'accord. Toi, Iban ? Moi, je suis journaliste, j'ai 32 ans. Je suis assez tabou depuis la rentrée. J'ai collaboré avec Mediapart et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, puisque ma première enquête pour Mediapart concernait toutes les dérives, notamment les violences sexistes et sexuelles dans les 3 meilleures écoles de commerce françaises, HEC, ESSEC et DEC. Et ça a donné un livre que j'ai mis 1 an et demi à écrire, qui n'a pas été facile à écrire, mais on reviendra sur le sujet plus tard. Et voilà, donc c'est un sujet qui me... Il y a encore beaucoup de sources aujourd'hui qui me contactent sur les réseaux parce qu'il se passe des choses affreuses dans les écoles, dans la musique, dans la danse. Donc c'est un de mes cœurs de métier, c'est les violences sexistes et sexuelles. Et est-ce que toi, Alma, t'arriverais à nous raconter ce qui s'est passé, l'histoire Un truc important à dire, c'est que les viols se passent pas toujours dans la violence physique. Le mien l'a été. Mais c'est important pour moi de dire que c'est pas le cas de la majorité des viols, même, je pense. Et en ce qui me concerne, c'était un moment où... c'était en 2019, le jour où Notre-Dame brûlait. Et mon petit copain venait juste de me dire qu'il pensait qu'il était plus sûr de m'aimer. Donc, en silence, il m'a quand même pris dans ses bras, il m'a mis sur le lit. Et on a commencé à se battre. Donc, lui, il rigolait. Et... j'ai fini sur le sol, donc j'avais des brûlures dues au parquet, etc. Et il m'a attaché les mains avec ma ceinture, j'ai réussi à me libérer une fois avec mes dents et tout ça, je l'ai mordu. Et il m'a réattaché les mains et il m'a violée. Et donc j'ai vraiment cette image de son visage au-dessus de moi qui était méconnaissable, vraiment, j'ai encore cette image en tête des années après, c'est fou. Et en fait, ce qui est important à dire, c'est que je m'en suis pas du tout rendu compte tout de suite. C'est-à-dire, je savais que j'étais pas consentante, mais le terme de viol est tellement fantasmé comme quelque chose qui se passe dans la rue par un inconnu que c'était pas concevable pour moi que l'homme que j'aimais tant venait de me violer. Alors que je savais, parce que quand je me suis levée, que j'ai enlevé cette ceinture, j'ai dit, je crois que j'étais pas consentante. Enfin, non, je crois que j'en avais pas envie. J'ai dit ça. Et c'est que 2 ans après, du coup, en janvier 2021, que je me suis rendu compte que c'était un viol. Et que j'ai appelé Samuel, tout de suite. Et je lui ai dit que je m'étais rendu compte de ce qu'il avait fait. Et que c'était pour ça que j'avais des crises d'angoisse dès que je le voyais. Parce que c'est ça aussi, les conséquences d'un viol, c'est des comportements qu'on peut pas expliquer jusqu'à ce qu'on se rende compte. Et il m'a dit que oui, qu'il se demandait quand ça allait sortir, qu'il en avait parlé à un ami avant. Ouais, il en avait conscience, en fait. C'est pas très clair, en fait. C'est pas très clair.
Il y a des moments où on dirait que oui, après, quand j'ai porté plainte après, il disait que non, donc c'est pas très clair. C'est pas trop... Mais il a quand même écrit vrai. une lettre d'excuse publiée dans Libération après que Ouais, tu le 8 mars. lui en aies parlé, le 8 mars 2021. En fait, après ça, j'ai été très médiatisée parce que du coup, j'étais à l'origine du mouvement de libération de la parole. Et j'ai demandé dans une vidéo que j'ai faite, du coup à la clinique, toujours, hein, j'ai dit à la fin de vidéo, Samuel témoigne. Et en fait, je voulais vraiment que les violeurs parlent, pour pas laisser ce silence accablant face à des témoignages terribles de viol. Enfin, où sont les violeurs, quoi ? Alors que il y a tellement de victimes qui souffrent dans le silence, dans la honte. C'est bien que c'est des gens qui sont parmi nous. Et donc j'ai demandé à ce que Samuel témoigne, et c'est ce qu'il a fait du coup le 8 mars, en une de Libération, qui a fait très scandale dans la sphère féministe. Et donc il a témoigné, et c'était pas une lettre d'excuse du tout, c'était un espèce de témoignage où il revendiquait ce qu'il avait fait. Comment tu as pris cette médiatisation soudaine, parce que c'est pas commun que Libération fasse une aussi choc, et j'ai trouvé quand même un petit peu brute, dans le sens où elle a été un petit peu expliquée dans l'édito, dans mon souvenir, mais ça a été balancé comme ça, comme un témoignage commun en fait. Et je me suis demandé, c'est quand même beaucoup de poids sur les épaules, je me suis demandé comment tu l'avais reçu. La lutte que j'ai menée toute à cette période et encore aujourd'hui, ça m'a vraiment permis de donner du sens en fait, donner du sens à mon viol et à cette horreur, parce qu'un viol c'est pas... On parle beaucoup de résilience, mais moi je suis pas d'accord, il y a des choses, c'est pas... On n'en sort pas meilleur, hein. Et je pense pas qu'un viol on en sort meilleur. Par contre, en parler, recueillir la parole des autres, partager ses expériences, aussi malheureuses soient-elles, ça rend meilleur. Et c'est vraiment ça qui m'aidait à tenir. C'était très dur, c'était beaucoup de pression, mais c'est aussi ce pourquoi je me battais. C'est la première fois qu'on se rencontre, Alma, mais je trouve que t'es debout et c'est hyper fort. Ouais. Vraiment. C'est vrai que en parler comme ça, aussi facilement, alors que c'est un sujet qui touche aujourd'hui des millions de femmes, je pense, de se rendre compte qu'on a été violée parce qu'on n'est pas consentante. Comment tu pourrais l'expliquer à une jeune fille qui, ça se trouve, était avec son copain et son copain a fait quelque chose, mais pour elle, c'est pas du viol parce que c'est son copain et que juste elle a dit non après, mais que sur le coup, elle a pas dit oui, mais que son copain l'a quand même fait. Du coup, est-ce que c'est du viol, ça, ou c'est... Dans 90% des cas, donc dans 9 cas sur 10, c'est un proche de la victime. Et c'est fait de... C'est rarement évident, en fait. Et je pense que la clé de tout, c'est le consentement, c'est le respect. C'est-à-dire que quand on commet un acte, quel qu'il soit, sur quelqu'un, c'est pas nous qui savons la conséquence que ça a sur l'autre personne. Et dans cette optique-là, pour être certain que ce qu'on va faire ou ce qu'on fait n'ait pas de conséquences graves sur cette personne-là, c'est de lui demander. Et ça, c'est des choses qu'on n'enseigne pas du tout à l'école, qu'on n'enseigne pas même dans les grandes écoles. Il y a vraiment une méconnaissance de ce qu'est le viol et des conséquences que ça a. J'ai l'impression qu'on est même moins bien formé dans les grandes écoles. Et je pense que la différence, peut-être avec les grandes écoles, c'est qu'il y a cette idée-là que qu'on est exemplaire, qu'on est l'élite, et que du coup, quand on a en si haute estime soi-même et ses élèves, on va pas imaginer que ça puisse être possible. Et c'est marrant parce qu'une amie de Sciences Po que j'ai appelée récemment m'a raconté que le nouveau directeur de Sciences Po Bordeaux a fait un discours de rentrée et il a parlé de Sciences Po très rapidement et en sous-entendant en gros que de toute façon il savait très bien que les élèves ici étaient responsables et que ça allait pas arriver. C'est des gens qui vont avoir, pour caricaturer un tout petit peu, qui vont avoir les manettes du pays dans quelques années, vraiment. Et donc en fait qui vont assez insidieusement impulser une culture du travail qui est liée à la culture du viol. C'est-à-dire que si pendant tes études à HEC, tu as pu bisuter, harceler des filles, jouer avec leur consentement, violer, agresser, qu'est-ce qui t'empêchera dans 10 ans, quand tu auras encore plus de responsabilités et quand tu auras une équipe de 50 personnes sous toi, dont des stagiaires et des jeunes qui ont juste envie de faire leurs preuves et qui sont prêtes à tout faire, qu'est-ce qui t'empêchera d'avoir une remarque sexiste, de mettre une main aux fesses dans l'ascenseur, voire pire? Rien. Rien. Plus. C'est une question de responsabilité. D'autant plus, j'ajouterais que le viol, c'est un rapport de pouvoir. Exactement. Et que plus on a de pouvoir,
plus on est susceptible de commettre ces actes sans du tout poser la question. Pour vous, pour toi, je te pose la question, avec tout ce que tu as recueilli et toute ton enquête, tu penses pas qu'il faudrait même faire de la prévention dès le lycée, finalement? Si, bien sûr. Mais parce que oui, il y a sûr. les grandes écoles qui doivent faire attention, mais n'importe quelle école en soi. Parce que mais bien, voilà. c'est pas parce qu'après ils vont, entre guillemets, créer l'élite, je mets bien des guillemets à ça, de la société, que c'est forcément eux qui doivent montrer l'exemple. Tout le monde, en soi, devrait... On est d'accord. Mais il y a un autre problème dans ce que tu soulèves, c'est que, étant donné que... Enfin, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'étant donné que ces écoles-là sont l'élite, avec d'énormes guillemets, Alma, je pense que tu me rejoins, l'élite, quelle élite? C'est quoi, Non, mais l'élite, c'est pour ça que j'ai mis les guillemets. Bien ouais. sûr. Non seulement elles pensent que tous leurs élèves sont responsables, mais en plus, étant donné qu'elles ont une image à défendre, et ça, je le dis très souvent, mais HEC, c'est plus de 15 000 € l'année, en programme grande école. Donc en fait, avant d'être des étudiantes et des étudiants, les jeunes qui sont dans ces écoles-là sont des clients. HEC est une boîte qui doit faire de l'argent. Et donc, étant donné que tu dois faire de l'argent, contrairement à, je sais pas, on va prendre une fac, contrairement à une fac de droit de province, par exemple. Étant donné que tu dois te faire de l'argent, ces boîtes-là donc ont une pression financière à assumer, elles ne peuvent pas se permettre que ça sorte au grand jour. Et donc elles font tout pour le étouffer, cacher. mais tout. Moi j'ai des sources qui m'ont dit, Iban, la direction fait la chasse aux sources et commence à interviewer des gens du BDE, des gens qui, voilà, des gens qui sont suspects. Non mais, enfin, chasse aux sources. Alors que, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à Centrale Supélec en début d'année, mais Si, ouais. honnêtement, je suis très très carré sur ce sujet-là. C'est mon sujet d'enquête depuis 3 ans. Le directeur de Centrale Supélec, ce qu'il a fait, de rendre public ces chiffres-là en disant on prend le taureau par les cornes, c'est terminé et ok, peut-être qu'on va égratigner notre image à court terme, mais à long terme, les étudiants se sentiront mieux sur le campus. Mais c'est hallucinant. historique. Ouais, je suis d'accord. C'est historique. Il a un courage, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on a entendu les écoles de commerce se prononcer sur ça? Est-ce qu'on a entendu les écoles de commerce peut-être de façon moins lâche qu'elles ne se comportent depuis 3 ans dire eh ben on va se mettre dans le chemin de Centrale Supélec, qui est une grande école, hein. On va se mettre dans son chemin et on va rendre public les chiffres pour nous mettre une petite pression sur les résultats dans quelques années. Rien du tout. Moi, il y a une question que je voulais te poser, Ivan. J'ai vu que dans ton livre, tu parlais des soirées HEC qui s'appelaient Au bonheur des Oulettes. Ouais. Tu peux nous expliquer Super un titre petit en peu. tout cas, Au bonheur des Oulettes. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup intéressé Au bonheur des Oulettes. Pourquoi? Parce que c'est systémique. C'est-à-dire que sur les 3 écoles, dans les 3 écoles sur lesquelles j'ai enquêté, ce principe de soirée est commun. Au bonheur des Oulettes à HEC devient Ladies First à l'EDEC et Au bonheur des putes à l'ESSEC. Donc là, il n'y a même plus la place pour des espèces de périphrases. Le principe, il est très simple. Et franchement, c'est un des meilleurs exemples de la culture du viol de mon bouquin. Régulièrement, une fois toutes les 2 semaines, le BDE organise une soirée qui s'appelle Au bonheur des Oulettes à HEC. Okay, organisée. Ils ont arrêté. Je vais vous raconter après comment. Cette soirée, elle est simple. De 20h jusqu'à 11h, de 20h à 23h, seules les étudiantes sont acceptées. C'est-à-dire que tu es un garçon, tu ne peux pas laisser de soirée. Pourquoi? Parce que... Ils veulent qu'elle se bourre la gueule avant. Alors, les barmen du Zinc, à l'époque, le bar d'HEC, le bar étudiant HEC, servaient de l'alcool en quantité illimitée aux étudiantes, gratuit, et ensuite, seulement à 23h, les étudiants avaient le droit de venir. Et d'ailleurs, ils s'appelaient dans leur boucle interne les enfoirés. Donc, les enfoirés débarquent. Et là, derrière, moi, j'ai des témoignages de sources qui me racontent, mais c'est des scènes d'agression sexuelle, mais sans honte, en fait. C'est-à-dire que les étudiantes, on sait quand on est étudiant, on n'a pas trop les moyens. Quand il y a le BDE qui propose une soirée avec alcool illimité, entre copines, avec que des sons, genre des sons d'étudiantes, quoi, des sons un peu rétro, etc., bah t'es hyper contente, ça va te faire ta semaine, t'as sorti avec tes copines. Et à 23h, t'as une horde de mecs qui arrivent, et là, c'est agression sexuelle. Et tu veux dire que les filles ne se rendaient pas compte non, que... bien sûr. Et là, je parlais avec une de mes sources à HEC, là, il y a à peu près 1 heure, qui me disait, mais il y a même des filles qui se sont énervées quand les soirées se sont terminées, qui ne se rendaient pas compte de la culture du viol dans laquelle elles étaient mises, presque de force en fait. Il y avait aussi, j'avais vu aussi un truc qui s'avait CAC 40, ouais. qui était un peu comme le CAC 40. Comme le CAC 40, ouais. Sauf que là c'était celui qui, enfin la fille qui était au plus haut, c'était celle qui avait le plus couché avec des garçons. Bah, c'est ça ouais, c'est en fait. Et elles étaient même pas consentantes d'être dedans en plus. C'est-à-dire que on leur demandait pas leur avis, et c'est ah bah tiens, toi t'as couché avec plus de mecs, du coup tu vas exactement. Finir tout en haut de la liste. Coucher en tout cas, c'est les intentions qu'on lui prêtait. Donc ça c'est encore plus insidieux. C'est un journal étudiant qui s'appelle le EDACH. EDEC, c'est un jeu de mots avec mal de tête et EDEC, qui a quand même été publié sur le campus pendant près de 40 ans
Certains directeurs demandaient même une copie sur leur bureau parce que ça les faisait marrer. Donc dedans, tu avais le fameux chapitre de la pute du mois ou de la pute de l'année. Donc là, on fait un montage photo sexuel avec plein de sexe qui entoure un visage et avec le vrai nom de l'étudiante et avec toutes les relations qu'on lui a prêtées. Et alors, le truc le plus courageux de tout ça, c'est que ce journal-là a été édité par des rédacteurs anonymes. Voilà, donc on ne sait pas qui c'est. Enfin, la direction savait qui c'était. Mais les étudiants ne savaient pas qui c'était. C'est hallucinant. Mm. Et je me demandais, toi, Alma, après ton témoignage, t'as reçu des retours négatifs, des gens qui t'ont, je sais pas, insulté, qui ont dit que tu mentais, enfin, mentais. En fait, à partir du moment où une femme dénonce un fait de violence sexuelle, c'est tout de suite une menteuse. Dans l'esprit des gens, en tout cas, c'est possible que ce soit une menteuse, et c'est la première chose qui vient à l'esprit des gens. Ça, c'est sûr. Et il y avait quelque chose de très intéressant, c'est que quand j'étais passée au JT de Morandini, c'était sur Énergie 12, dans Crimes et faits divers, il y avait des commentaires qui disaient Morandini invitait une vraie victime. Parce que, en fait, il considérait que parce que j'avais encore des sentiments pour mon violeur, parce que j'aimais encore mon violeur, j'étais pas une vraie victime. Et ça montre vraiment il y a vraiment une incompréhension du viol conjugal et une impossibilité pour eux. À partir du moment où c'est un viol, on haït forcément son agresseur, alors que c'est très complexe. Évidemment qu'on est détruite, mais surtout parce que c'est quelqu'un qu'on aime. Et en fait, les sentiments qu'on ressent pour son agresseur, ça fait partie en fait prenante des conséquences Forcément. d'un viol, quel qu'il soit. Et ça, c'est ce genre de commentaires, ouais, c'était vraiment représentatif de cette incompréhension qui est endémique en fait de ce que c'est un viol conjugal et le tabou, quoi. Il y a encore dans l'esprit des gens cette conception que finalement il y a le devoir conjugal, que oui, l'épouse doit écarter les cuisses à tout moment quand le mari le demande, Ouais, vraiment, sinon il ça, fait la c'est gueule. sûr. Et puis Ouais. Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que tu dis que c'était important pour toi de témoigner avec ton vrai nom et ton vrai Ouais. prénom. Et ça me fait penser à, je sais pas si vous vous souvenez de l'interview de PPDA, Ouais. qui fait une interview sur Quotidien, Ouais. suite aux premières accusations. Ça. Et c'est Ouais. quoi son principal argument? C'est elles sont anonymes. C'est en fait une invisibilisation des victimes parce qu'elles donnent pas leur nom et leur prénom. Donc c'est pour ça que je trouve que pour le coup le témoignage d'Alma est hyper fort. Et Ouais. deuxièmement, tu parles de vraies victimes, fausses victimes, c'est tout le truc que tu as vécu toi dans les commentaires. Je rappelle un chiffre, c'est que quand une victime a le courage de porter plainte, les stats elles sont connues, c'est moins de 2% les fausses plaintes. Les plaintes les fausses plaintes de viol, c'est moins de 2% des plaintes. Et j'ai l'impression pour le coup que on parle, en tout cas dans les commentaires, ça parle autant des fausses plaintes que des vraies plaintes. C'était Il y a vraiment moins de 2%. ouais, c'est hallucinant et moi j'ai beaucoup avec des personnes plus âgées que moi d'une autre génération, parce que j'ai 21 ans donc je suis quand même assez jeune. Il y a ce truc là de oui mais bon, tribunal populaire quand même, MeToo, ça fait des dégâts, on sait pas, on n'est pas à la justice, on sait pas, etc. Mais vous savez à quel point c'est minime les fausses accusations, et à quel point à l'inverse c'est que 1% des viols qui sont punis en France. 1%, vous imaginez? Enfin, on parle pas de la même chose en fait. Et en fait les gens dans leur esprit c'est deux poids deux mesures, c'est-à-dire oui il y a des vrais viols mais il y a aussi beaucoup de faux viols, sauf que non, dans 99% des cas c'est des vrais viols qui ne sont pas condamnés. Donc non, vraiment il y a vraiment c'est vraiment une légende urbaine, quoi. Les gens ne sont pas du tout éduqués à ces chiffres et à cette réalité. T'étais encore à Sciences Po quand l'histoire est apparue publiquement, quand t'as commencé à en parler et que ton copain a publié. J'étais en clinique, donc j'étais en gros, c'est comme si j'étais à Sciences Po, mais En je pause. savais pas encore. Ouais. Bon, bah, c'est en pause. Et après, j'ai arrêté. Et t'as eu un retour de leur part quand toute la nouvelle s'est su publiquement? En fait, j'ai demandé, j'ai fait un peu du mailing à un moment, en envoyant à tous les profs mon témoignage. Et du coup, j'ai pu parler avec mon directeur d'études et le directeur de Sciences Po, Yves Deslois, en privé, en caméra. Du coup, j'ai eu 1 heure d'entretien avec chacun d'eux. Et mais bon, Ils ont réagi comment? bah, ils étaient dans la posture de la personne qui écoute, repentant, on veut apprendre. Bon, après, c'est Mais t'y forcément, croyais pas trop? C'est ça? Bah,
Tu penses qu'il faisait ça Par plus exemple, pour pas moi, que- ce qu'on a beaucoup reproché à Yves Deslois, et c'est pas que moi, c'est au moment où tout est sorti. Évidemment, on était tous sous le choc, hein, et lui compris, j'imagine, parce qu'en plus, pour l'image de l'école, c'était très dur pour lui. Enfin, je suppose. Hein. Et en fait, c'est que ce qu'on lui a reproché, c'est qu'il a participé à un reportage de France 3, qui d'ailleurs est complètement tourné au fiasco, alors qu'il n'avait même pas communiqué avec ses élèves. Donc le directeur de l'école a préféré d'abord communiquer avec France 3 auprès des médias pour sauver l'image de l'école, en fait, en disant qu'il allait faire prendre des mesures, qu'il était sous le choc, etc., avant de s'assurer de comment allaient les élèves. Donc ça, on l'a un peu en travers de la gorge. Tu m'étonnes. Et mais bon, c'est après. Est-ce que ça t'a vraiment surpris? Non, du tout, pas du tout, parce que bah, dans ces grandes écoles, c'est l'image qui prime, et lui il pourrait rétorquer, bah oui, mais si je sauvais pas l'image de l'école, c'était toute l'école qui s'écroulait, je sais pas, hein. Mais non, ça a été. Il sauve son poste aussi un peu aussi. Oui, Il y a sûrement. une défiance de la part des. J'ai fait une conférence avec Sandrine Rousseau l'année dernière, et le boss d'Audencia à Nantes, qui s'appelle Christophe Germain. Okay. Mais il avait un discours, il m'attaquait, mais comme un roquet, quoi. Il me disait non, mais c'est des faits qui sont faux, qui remontent il y a très longtemps, etc. Et en fait, il y a une espèce de digue qui veut pas céder, c'est que c'est des dirigeants de ces grandes écoles-là. En fait, ils peuvent pas se permettre, c'est des postes très politiques, et ils peuvent pas se permettre d'admettre que ça se passe sur leur campus, et ça se passe littéralement sur leur campus. Mais ils ont perçu comment ton livre, Les grandes écoles? Oula. T'as eu des retours? Ouais, j'ai eu des retours. Non, mais pour le coup, étant donné que j'ai quand même beaucoup bossé ce sujet et que ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai des sources dans les administrations de ces écoles-là. Donc j'ai des retours de gens qui sont, voilà, qui discutent avec ces directeurs. T'as des gens qui ont été renvoyés? Non, parce que T'es anonyme ou... alors, dans mon livre, c'est quasiment que ce qu'on appelle, pas du off, mais les sources sont anonymisées. J'ai très peu de on. Mais après, les cas que je décris, les directions ont deviné de qui je parlais aussi, tu vois. Mais c'est vrai que, oui, bien sûr, j'ai eu des retours. Ça avance. Alors, c'est intéressant que tu me poses la question. J'ai une source de l'ESSEC qui s'appelle, qui est en on, qui s'appelle Charlotte Kaya, qui a créé les Méduses, qui est une asso féministe assez géniale et qui s'est créée parce que l'ESSEC avait énormément de problèmes de VSS. Au tout départ de la création des Méduses, la direction les écoutait même pas, répondait pas aux mails. Et en plus, et je pense que c'est quelque chose que tu as dû voir, Alma, c'est terrible, mais c'est une cause quand même très positive, le féminisme. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des batailles de chapelle. Et quand les Méduses se sont créées, certaines autres associations féministes de l'ESSEC ont pensé qu'elles voulaient voler un peu enfin, qu'elles marchaient sur leur plate-bande. Donc il y a eu des espèces de règlements de compte un peu insidieux entre assos féministes qui aident pas la cause, pour le coup. Mais aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. Il y a He4She à l'ESSEC qui œuvre aussi le féminisme. Et donc ça avance un petit peu à l'ESSEC. À HEC, pas du tout. Je me suis entretenu avec une de mes sources qui a été violée il y a près de 3 ans. Et la direction continue de mettre sous le tapis ce cas-là. Ma source vient de me le rappeler. Et pourtant, il y a un nouveau directeur qui avait annoncé à coup de grandes vidéos et de grands témoignages que c'était très important de traiter les VSS, etc. Rien du tout. Les beaux discours. Et les beaux discours toujours. Mais nous, en tant que journalistes, on doit être aussi là pour vérifier les discours et ce qui se passe après. Donc à l'ESSEC, ça va dans le bon sens. À l'EDEC aussi, la CCE a vraiment un peu purgé toutes ces méthodes-là. Mais à HEC... Sciences Po, j'ai pas trop de nouvelles de Sciences Po Toulouse pour le coup. Mais étant donné que c'est quand même plus public que ces écoles de commerce, il y a une mission qui a été lancée. D'ailleurs, les conclusions ont été rendues il y a pas longtemps. Donc je crois que tous les Sciences Po de France sont vraiment... avec tout ce qui est arrivé, ils sont scrutés maintenant. Ils ont plus le choix. Et c'est ça. Alors, à Sciences Po, moi, j'ai eu des infos quand même. Il y a bien des choses qui ont été mises en place. Par exemple, la formation des directeurs d'associations, ils ont dû être formés au consentement. Il y a aussi eu une ligne qui a été ouverte pour que les étudiantes puissent en parler, etc. Mais sauf qu'en fait, c'est qu'il y a des mesures qui sont mises en place, mais ça marche pas. Enfin, c'est comme si il y avait de nouveau une omerta autour de ce sujet. Et par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient très peur pour leur image à Sciences Po, et du coup, ils ont interdit beaucoup de soirées avec alcool. Donc, mais du coup, ça véhicule encore l'idée que finalement, c'est sous l'alcool. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est à cause de l'alcool qui se passe ça. Alors que pas du tout. C'est intéressant que tu me dis ça.
À l'ESSEC, la source que j'ai dans mon bouquin qui a été violée, quand son directeur des études s'entretient avec elle à propos de ce viol, bon, il va questionner son rapport amoureux et si elle trouve beau son violeur, ce qui est déjà quelque chose. C'est hyper choquant, c'est très traumatisant. Et il va aussi lui demander quelle quantité d'alcool elle avait bu. Comme si c'était une circonstance atténuante pour le violeur. Ah mais non, mais elle avait bu, donc ça va, presque. Alors que c'est l'inverse, il utilise cette arme contre elle. Mais il faut rappeler que dans la loi, c'est une circonstance aggravante. Hein, attention. Bien sûr. Oui. Pour conclure, une dernière question que je voulais vous poser, c'est pour vous, quelle est la solution pour faire avancer les choses, pour que les femmes qui ont été victimes d'agressions sexistes ou sexuelles puissent en parler librement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre la prévention plutôt à l'école, au lycée? Pour vous, c'est quoi ce sont quoi les solutions à mettre en place? Pour moi, il y a une seule solution pour en finir avec le cercle vicieux que décrivait Iban, c'est vraiment l'éducation. Il n'y a pas d'autre solution. C'est éduquer au consentement, au respect, et ce, dès le plus jeune âge. Il faut qu'il y ait des matières spécifiques, je pense. Au lycée ? Au lycée, même avant, au collège, même en maternelle, parce que quand on sait qu'il y a 3 enfants par classe qui sont violés, et pour moi, c'est essentiel que dès le plus jeune âge, on enseigne aux enfants que si, leur consentement est important et que leur corps, ça leur appartient, et il n'y a qu'eux qui décident de ce qu'on en fait ou pas. Je comprends. Moi, je vois une autre solution. Alors, ne croyez pas que je sois pour le tout répressif, mais en fait, la prévention, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait des sanctions. Ouais. Et en fait, si tu veux, le plus gros point que je sors dans mon livre, et ce que personne n'avait compris, c'est que pourquoi ces écoles-là, ces écoles de commerce ne sanctionnent pas, c'est parce qu'elles se cachent en fait derrière quelque chose qui est faux. C'est que pour ces directions-là, si les étudiantes ne portent pas plainte à la police, elles ne peuvent pas, elles n'ont pas la prérogative d'agir sur leur parcours académique. Bien sûr que si. Ça, je le dis, j'espère qu'il y a des étudiantes en école de commerce qui me regardent. Bien sûr que si. C'est pas même sans porter plainte, si vous avez été violé ou agressé, votre directeur, il est obligé d'en avertir. D'ailleurs, normalement, il a une responsabilité, il doit en avertir la police, mais il peut très bien suspendre, voire exclure un étudiant, et il peut mener sa propre enquête à lui, en fait. Donc ça, il faut arrêter avec ça. Il faut qu'il y ait plus de sanctions, ça c'est bien sûr. sûr. Et je terminerai sur le fait qu'à l'ESSEC, et c'est très 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 grave, il y a une charte qui s'appelle la charte de respect d'autrui, qui a été mise en place il y a 3 ans, et ça va dans le bon sens. C'est une charte que toutes les étudiantes et tous les étudiants doivent signer avant de mettre un pied sur le campus à Cergy, dans laquelle il est rappelé ce qu'est une agression sexuelle, etc. Oui, mais après, est-ce qu'ils le lisent vraiment ? Alors, ça, c'est une première question, tu as raison, mais le plus gros point à se rappeler sur ce thème-là, c'est que cette charte-là, en fait, c'est un effet d'affichage parce qu'elle n'est pas intégrée au règlement intérieur. Et donc, elle ne contraint pas les étudiants. C'est juste un papier qui montre « Ah non, mais regardez, en fait, on a fait une super charte. » Mais en fait, derrière, vu qu'elle n'est pas intégrée au règlement... Là, il y a 2 problèmes là-dessus. Il y a le premier, c'est qu'il faudrait que les gens lisent la charte. Est-ce que toi, tu as déjà lu un règlement d'école quand tu étais à l'école ? Moi, personnellement, non. C'est une bonne question. Ou si je le feuilletais, mais encore... Mais là, c'est quelque chose... C'est pas le règlement d'école. Oui, mais du coup, c'est que généralement des d'autrui. papiers d'école à signer. Les élèves, comme ils savent que c'est automatisé pour tous les élèves, ils le signent. Enfin, ils le signent, mais ils le lisent jamais. Donc, ça veut dire qu'il faudrait déjà les forcer vraiment à les lire ou faire une conférence dessus où à la fin, ils vont le lire. Et après, bien sûr, le mettre dans le règlement dans ce cas-là, mais pour moi, il y a 2 choses là-dessus et pas que de le foutre dans le règlement. Mais pour moi, cette charte, c'est pas forcément ça le plus important. Enfin, parce qu'en fait, les agressions sexuelles que tu décris, c'est totalement un visage découvert. Ça se voit. Ouais. Ça se voit. Et donc, c'est des choses sur lesquelles les directeurs peuvent très bien agir dès qu'ils voient une agression sexuelle, dès qu'ils voient une remarque sexiste, agir, sanctionner directement. Et qu'il n'y ait pas de tolérance avec ce genre d'acte. Et il faudrait que toutes les femmes qui ont vécu ça puissent en parler librement, sans avoir honte, parce que pour moi, c'est pas une honte, mais au contraire, c'est une force d'arriver à en parler. Donc, c'était très touchant de vous recevoir tous les deux, mais particulièrement toi, Alma, parce que c'est vrai que ça doit pas être évident. Et bravo d'arriver à en parler aussi facilement. Et je pense que tu montres l'exemple pour beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que toi et qui n'osent pas en parler. Donc, continue comme ça. Merci. Et toi aussi. Moi, je continue à enquêter. Il y a 2 choses qui vont sortir. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Il faut dénoncer tout ce qui se passe. Merci au crayon, en tout cas. Ouais, merci à vous, c'était un vrai plaisir de vous avoir reçu. Cet épisode des Hawkers est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous au crayon et lâchez aussi un petit commentaire. C'était Sixtine pour le crayon.